Étienne, bonjour. Alors, vous avez développé une expertise autour du mentorat en entrepreneuriat. Pourriez-vous revenir en quelques mots sur les grands enseignements de vos recherches dans le domaine? Oui, ben oui, absolument. Ben, merci beaucoup pour la question. Effectivement, au fil du temps, ça fait presque 20 ans que je travaille sur le mentorat. Fait qu'au fil du temps, j'ai eu l'occasion là, d'apprendre plusieurs choses sur cette forme d'accompagnement des entrepreneurs. Une des premières choses que je me suis attardé, c'est je voulais comprendre qu'est-ce que faisait le mentor pour aider le mentoré. Puis on s'est rendu compte que ça tournait alentour de trois grandes fonctions. Il y a d'abord des fonctions plus psychosociales où le mentor favorise le développement de la motivation, par exemple, le développement de la résilience de l'entrepreneur. Puis il est plus là pour l'écouter. C'est pas un psychologue, mais il est là pour faire de l'écoute active auprès du mentoré. Il y a des fonctions un peu plus reliées à la carrière, donc il l'aide à s'orienter un peu sur ses choix professionnels dans son entreprise, sur vers où il veut aller. Donc il l'aide à prendre conscience un peu de son développement de carrière, mais également stratégique lié à son entreprise. Puis finalement, il y a une fonction davantage de modèle de rôle. Hein. Le mentoré ne va pas nécessairement copier ce qu'il fait comme mentor, mais il va s'inspirer de ce qu'il voit, de ce qu'il entend, un peu de ce qu'il décode, ce qu'on pourrait peut-être appeler une forme de culture entrepreneuriale dans un milieu donné, comment les entrepreneurs agissent et se comportent dans leur travail. Donc, ça permet cette fonction-là de modèle de rôle. Et donc, cette manière-là d'accompagner, on s'est rendu compte que ça développait beaucoup d'apprentissage. En fait, c'est peut-être la principale retombée du mentorat, c'est d'avoir des apprentissages immédiats. Et ces apprentissages-là, dans le fond, permettent à l'entrepreneur de se transformer, de devenir un peu meilleur, puis au fil du temps, donc, de poser des gestes différents dans son entreprise, donc d'améliorer éventuellement la performance de sa PME. On a vu qu'il y avait principalement deux types d'apprentissage qui ressortaient. Il y a d'abord tous les apprentissages de nature un peu plus cognitive où l'entrepreneur apprend des choses. Il apprend aussi à changer peut-être sa manière de penser. Il apprend, par exemple, comment se mettre en action, comment gérer les clients, les fournisseurs et ainsi de suite. Euh, et il apprend également des apprentissages qui sont plus de nature affective. Hein. Il apprend à avoir la bonne attitude. Il fait face à un échec. Comment se remonter de cette situation-là. Comment apprendre à se fixer des buts, par exemple, et ainsi de suite. Il y a aussi parfois, très rarement, des apprentissages qui sont un peu plus basés sur les habiletés, mais c'est pas la nature du mentorat. C'est vraiment excessivement marginal. Puis, au fil du temps, ben, ce qu'on voulait, une fois qu'on a essayé de mieux comprendre c'est quoi le mentorat, sa nature, comment ça s'articule, une bonne partie de mes travaux par la suite, c'était de comprendre comment le mentorat, on pouvait améliorer l'efficacité du mentorat. Parce que de manière générale, les entrepreneurs se disent satisfaits d'avoir un mentor, mais il y a des cas, des fois, où les entrepreneurs accompagnés sont moins satisfaits. Fait que là, on se dit, ben, c'est peut-être une question de jumelage. Parfois, c'est pas juste une question de jumelage aussi, c'est que les mentors, il y en a qui sont peut-être un peu moins efficaces dans leur manière d'intervenir auprès de leur mentoré. Fait qu'on a essayé de comprendre un peu cette dynamique-là. Puis j'ai travaillé, puis je travaille encore là, avec ce qui est le plus gros réseau au Québec, le réseau Mentorat. C'est plus de 2000 mentors là, qui accompagnent des entrepreneurs. Il y a à peu près 1500 entrepreneurs par année là, qui sont accompagnés. Fait que c'est vraiment un réseau, ça fait 25 ans, 30 ans peut-être qui sont en fonction. Et puis, ce réseau-là a développé toute une série de formations pour aider les mentors qui se joignent au réseau à apprendre leur rôle, à comprendre un peu comment intervenir auprès de leur mentoré. Puis on s'est rendu compte que la formation avait un effet très important parce que ça permet justement au mentor de pas se lancer dans cette aventure-là, puis d'y aller un peu comme lui il pense qu'il devrait intervenir, mais de recevoir une formation et plus ils reçoivent une formation, ils deviennent conscients de ce qu'ils peuvent amener à un mentoré, mais aussi des limites du mentorat, puis un peu comment se comporter avec eux, comment avoir une écoute active sans pour autant juste bêtement hocher de la tête puis
puis les écouter sans trop savoir quoi dire pour les amener à se dépasser par la suite. On a aussi travaillé plus récemment avec une doctorante, Soumaya Madeb. On a essayé de voir s'il y avait des jumelages qui pouvaient être plus efficaces au niveau de la personnalité. Parce qu'une des choses qu'on se rend compte aussi, c'est que les entrepreneurs, ben, sont aussi de la littérature en psychologie, mais les entrepreneurs sont légèrement plus narcissiques que la moyenne de la population. Et ça, dans leur tâche d'entrepreneur, dans leur carrière d'entrepreneur, ça peut être important, puis ça peut être positif parce que c'est des gens qui sont capables de se mettre en valeur, donc qui sont capables d'aller décrocher des contrats, convaincre des fournisseurs et ainsi de suite. Fait que c'est évidemment pas du narcissisme maladif, là, mais du narcissisme sous-clinique qu'on appelle. Donc, ce trait-là a des avantages quand on est entrepreneur. Maintenant, quand on est mentor ou mentoré, ça peut être nuisible. Parce que quand on est trop narcissique, ben, on pense qu'on a la solution puis qu'on n'a pas besoin d'aide. Donc, on est moins capable souvent d'être accompagné. Puis un mentor qui est trop narcissique, qui va trop parler de lui, ben, ne sera pas tourné sur son mentoré. Et donc, il va se concentrer plus à parler de ses réussites dans le passé. Puis ça, c'est pas nécessairement utile pour le mentoré. Alors donc, on a regardé en diade le narcissisme de l'un et de l'autre, puis voir dans quelle mesure est-ce que le narcissisme trop élevé d'une des deux parties était nuisible et comment certaines caractéristiques de la personnalité pouvaient contrebalancer peut-être les effets négatifs du mentoré de l'autre. Puis ce qu'on s'est aperçu, c'était que les mentorés qui sont trop narcissiques réussissent pas à bien apprendre dans une relation de mentorat. C'est comme s'ils arrivent là en pensant tout savoir, fait que il y a jamais personne d'assez bon pour eux pour leur enseigner quoi que ce soit. Donc ils écoutent pas vraiment, ils font pas leurs devoirs, puis pour eux ils sont meilleurs que leur mentor à la limite, fait qu'ils finissent par avoir une relation qui décline très très rapidement. Par contre, quand le mentor, lui, fait preuve de ce qu'on appelle de l'agréabilité, c'est un des 5 grands traits de personnalité. Quand il fait preuve d'agréabilité, ben, il va réussir à aller chercher le mentoré, il va quand même réussir à le garder impliqué. Probablement que le mentor va passer par-dessus peut-être un peu le côté narcissique de son mentoré, mais il va l'amener donc quand même à réfléchir à ce qu'il lui enseigne et à le garder plus longtemps dans la relation, ce qui va lui permettre de développer des retombées. Alors, j'ai travaillé sur plein d'autres choses. Là. Je pourrais en parler toute la journée, mais c'est peut-être les différents éléments sur lesquels j'ai travaillé dans les dernières années. Ah, très bien. Et fort de ces recherches, selon vous, quelles sont les thématiques en lien avec le mentorat entrepreneurial qui mériteraient maintenant d'être traitées dans le futur? En deux, trois mots. Oui. Ben, il y a encore plusieurs choses qui restent à savoir. Moi, comme je le disais, j'ai étudié beaucoup le réseau mentorat. C'est une formule de mentorat, je dirais, qui est assez orientée vers un mentorat pur, là, c'est-à-dire qu'on se base beaucoup sur la nature même d'un mentor qui est beaucoup plus orienté vers le savoir-être. Par contre, on voit du mentorat qui peut s'opérer avec différentes formules, qui est moins sur le long terme, mais plus sur répondre à des questions immédiates et ainsi de suite. Par exemple, dans les incubateurs accélérateurs, on a des gens qui font du mentorat un peu plus éclair pour résoudre des problèmes plus ponctuels puis plus spécifiques. On connaît moins ces formules-là puis comment ça se décline du mentorat d'un peu plus long terme, mentorat plus investi, comme je l'étudiais. On connaît pas non plus trop le rôle de l'intelligence émotionnelle. On sait que c'est une caractéristique que certains mentors, on le voit, là, on le sent, là, qu'il y en a qui ont davantage d'intelligence émotionnelle, qui sont capables de bien décoder leur mentoré. Et donc, je pense que c'est un élément sur lequel aussi il y a des travaux qui doivent être faits. Puis, comme je le mentionnais tantôt, je me suis beaucoup attardé sur les apprentissages dans une relation de mentorat. C'est la retombée immédiate d'une relation de mentorat. Mais les retombées un peu plus à long terme, on les connaît moins bien. On sait que ça transforme le mentoré, on le voit, on l'entend aussi, ils nous le racontent. Ils pensent pas de la même manière, ils changent leur façon de faire. Quel impact ça a sur leur entreprise? Puis à plus long terme, ces impacts-là
on n'a pas beaucoup de travaux qui prouvent, par exemple, que le mentorat transforme l'entreprise. On en a quelques-uns, on a des bons indices, mais d'articuler comment ces retombées-là se mettent en place au fil du temps, on a moins d'informations. Puis finalement, je mentionnais tantôt quelques travaux sur les diades de mentorat qu'on a fait, mais c'est beaucoup justement une affaire de... C'est un tango, ça se danse à deux, là. Donc, c'est très, très important de comprendre les dynamiques plus configurationnelles de l'un et l'autre, comment ça peut s'articuler, parce que on se rend compte qu'il n'y a pas juste une bonne manière d'être en mentorat. Il y a différents profils de mentors et de mentorés. Puis, c'est un peu comment ces configurations-là s'agencent, à mon avis, qui est la clé pour comprendre comment fonctionne le mentorat. Voilà. Merci. Enfin, pour terminer cette entrevue, j'ai une question sur les conseils. Les conseils, cette fois-ci, plutôt d'approche terrain, que vous formuleriez à de jeunes chercheurs qui travaillent ou qui souhaiteraient travailler sur le mentorat. Est-ce qu'il y a une façon d'approcher le terrain, peut-être un peu plus particulière, spécifique? J'aime rarement donner des conseils. Je vais quand même tenter d'en formuler peut-être un. Euh, Comme je le mentionnais, il y a il y a différentes approches de mentorat. Chaque organisation qui offre du mentorat, dans le fond, développe un peu sa formule, encadre ses mentors et guide un peu l'ensemble du programme vers les objectifs qui devraient être atteints, puis parfois même la manière dont le mentorat devrait s'exercer. Fait que ça, c'est tout le mentorat un peu plus formel, mais il y a aussi du mentorat informel où là, ben, c'est vraiment deux personnes qui travaillent ensemble sur une base volontaire. Alors, ce qui fait en sorte qu'il y a vraiment différentes manières d'accompagner des entrepreneurs dans une formule mentorat. Et peut-être un conseil à donner, c'est de bien comprendre de quoi qu'on parle, quel type de mentorat, de s'attarder à vraiment mettre le doigt sur comment ce programme-là ou comment ce mentorat informel-là se met en place, parce que ça a une influence très importante sur la nature des retombées qui vont être faites. Donc, pour bien comprendre cette boîte noire-là là, des dynamiques mentor-mentoré, c'est très, très important de comprendre comment l'approche de mentorat est mise en place. Puis, donc voilà. Fait que d'écouter, hein, d'écouter, c'est un des premiers conseils qu'on donne à n'importe quel chercheur, d'écouter le terrain, de discuter avec les mentors, discuter avec les mentorés, essayer de bien saisir à quoi ça correspond, ces dynamiques de mentorat-là. Puis ensuite, ça permet donc de se poser les bonnes questions puis d'essayer d'orienter notre regard vers où il y a quelque chose d'intéressant à raconter, là. Voilà. Merci, merci Étienne pour cette entrevue. Ben, un grand merci, je vous en prie.